retire nos masques. Eric bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Béline. Bonsoir. Alors voilà Eric, nous sommes en direct sur Facebook, ça s'appelle un Facebook Live, figurez-vous. Et c'est la première de l'émission La Quelle Comédie. Donc le 30 mars dernier, je fais un petit retour historique. Le 30 mars dernier, en plein confinement, alors que la troupe, comme le reste des Français d'ailleurs, était un peu assignée à résidence, vous avez décidé de lancer La Comédie Continue sur YouTube, une chaîne de télé, en fait, aussi simplement que ça. Et que s'y passait-il, en quelques mots? Que s'y passait-il sur sa chaîne de télé? Alors, on a fait le pari un petit peu fou de faire un programme au moment où vraiment on avait l'impression d'être dans une obsolescence, une désuétude totale. On s'est dit on va faire un programme de 16h à 23h tous les jours différents. Je me suis dit, il y a deux trésors à la Comédie Française. Il y a l'ensemble du trésor audiovisuel, tous les titres que nous avons, et il y en a énormément, notamment depuis 40 ans. On arrive à peu près à avoir des supports qui permettent de les montrer. Et puis les acteurs. Donc je me suis dit, on va présenter les titres de la Comédie Française, mais contextualisés, idéalisés, racontés par les acteurs de la Comédie Française. Donc on est parti là-dessus, et puis on s'est dit avec qui on a envie de garder le lien. Évidemment les spectateurs, nous aussi énormément, donc ça nous a amené à faire presque vous Nous entre nous, absolument, oui. On a eu un Skype à 60 un jour, où j'ai parlé pour expliquer tout ça. Et puis, ça marche un Skype à 60? Oui, ça marche, on a fait un tour de table numérique. Ils étaient sages jusqu'au moment où l'un d'entre eux a dit merci Eric de présenter tout ça, moi je suis d'accord parce que vous me manquez tellement. Et voilà, et c'est parti, et c'était du texte à vrille, et il y avait 60 personnes qui pleuraient, et ça faisait 10 jours qu'on ne s'était pas vus seulement. Donc comme très souvent l'éloignement fait que tout d'un coup on s'aperçoit à quel point nous sommes essentiels les uns aux autres. Donc les acteurs évidemment entre nous, ça nous permettait d'échanger, et puis l'éducation aussi, qui est une partie très importante, qui est une mission qu'on aime beaucoup exercer, et moi j'aime beaucoup ça. Qui est une partie importante de votre exercice. Très importante, et c'est vraiment des rencontres régulières que nous faisons, et donc on se disait, les élèves, qu'est-ce qu'on peut faire? On a appelé les gens avec qui on est en convention, tous les profs de lettres et autres, et on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ils nous ont dit tout de suite, mais nous, on a des gamins qui sont actuellement en train de choisir leur destin, donc est-ce que vous pourriez faire quelque chose là-dessus, sur l'orientation qu'ils leur est proposée? Et puis on a le bac français. Et pas mal de profs nous ont dit, mais nous on sait préparer ça, mais peut-être que vous, les acteurs, vous avez une manière peut-être plus sensible ou plus éloignée ou plus ludique de raconter les choses, donc qu'est-ce que vous pourriez faire autour? Donc j'ai proposé ça aux copains, ce qui les a beaucoup impressionnés au départ, parce que souvent les acteurs sont acteurs parce qu'ils n'ont pas eu des notes extraordinaires au bac. Il y en a, il y a des gens très brillants, mais il y a pas mal de gens qui ont un souvenir un petit peu... Et qui sont toujours un peu impressionnés par le système scolaire. Oui, puis le système scolaire et les examens, voilà. Donc le fait de repasser son bac français, d'accompagner français, ça a impressionné, et puis en même temps tout le monde s'est pris au jeu, on l'a fait. Et l'orientation, on s'est dit on va faire, ça s'appelait Où suis-je, que je fais, que dois-je faire encore? Donc on a fait la liste à peu près de tous les métiers qui passent par le théâtre à un moment dans une production. C'était pas un choix, par exemple, de pièces dans le répertoire, non, qui pourra guider d'une façon non, c'était concret, réelle. L'administration, la comptabilité, tous les métiers techniques du théâtre, et évidemment les acteurs, et puis les compositeurs, enfin voilà, tous les gens, et au bout d'un moment, la liste était tellement longue qu'on allait chercher dans les derniers recoins, et je pense qu'on a eu une collection assez exhaustive absolument, de tout ce qui passe. Donc au final, c'est 750 vidéos de contenus originaux, donc de choses qui ont été produites à ce moment-là, pendant même pas 2 mois, et 780 000 spectateurs. Et on entend par spectateur celle ou celui qui est resté plus de 15 minutes devant son écran, ce qui est énorme sur ces médias digitaux. Donc c'est un réel succès? Oui, je ne suis pas spécialiste, moi, des chiffrages audiovisuels sur Internet. Ça représente beaucoup de salle Richelieu, si vous voulez compter en salle Richelieu. Je n'y arriverai même pas, c'est énorme. En salle Richelieu, c'est énorme. C'est assez paradoxal pour nous, le fait que la non-présence et le truchement qu'on a trouvé ait créé autant de rapprochements, en fait. On l'a vécu entre nous, on l'a vécu
les acteurs, on s'est dit, c'est fou à quel point on s'est dévoilé, c'est fou à quel point on s'est raconté beaucoup plus que dans l'exercice normal de nos métiers, où généralement on va boire un coup, on discute, mais on ne fait pas ça, on ne raconte pas. Il y avait une pastille qui s'appelait L'enfance de l'art, que j'aimais beaucoup, où je demandais aux acteurs de raconter quel enfant tu as été. Est-ce que tu étais un enfant extrêmement hyperactif, qui faisait rire tout le monde, ou au contraire, est-ce que tu étais un gamin très secret? Puis ensuite, quel élève tu as été? Est-ce que l'élève ressemblait à l'enfant? Et quand le théâtre est arrivé là-dessus, quelle équation ça a pu résoudre au milieu de tout ça? Et les copains étaient un petit peu rétifs en disant « moi j'ai pas envie de parler de mon enfance, etc. » Il n'y a aucune introspection. Mais dites-nous juste factuellement comment le théâtre est arrivé. Vous l'avez fait cet exercice? Moi je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Et l'aveu des uns et des autres était absolument passionnant. Donc des gens que je connais très bien, et peut-être aussi par le fait que toutes les pastilles sont dans le même temps. Donc finalement, quand vous demandez 5 minutes à tout le monde, les forts en gueule ont un peu moins de temps que d'habitude, et les timides ont une demande d'expression assez inhabituelle. Ce qui fait qu'il y a des gens, on le sait, mais dont on a découvert la profondeur, les qualités pédagogiques, la singularité, beaucoup plus que lorsqu'on les croise simplement. Donc il reste des choses entre vous de cela? Ah, je pense, oui. Vous pensez que ça a changé l'énergie et le fonctionnement de cette troupe? Pas le fonctionnement structurel, mais... On est passé à travers cette aventure-là dans un temps criblé de difficultés. Je pense qu'on en aura un souvenir assez heureux. Un acteur qui est privé de scène, c'est dramatique. Parce qu'un auteur n'est jamais privé de papier et crayon. Ouais. Un acteur qui est privé de scène... il ne peut plus s'exprimer, il ne peut plus travailler. La scène des pleureuses de Tex Avery là, que je vous racontais, je pense que ça vient de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une vraie souffrance. C'est une souffrance parce que c'est une rétention, parce que c'est une impossibilité, parce que on ne sait pas travailler les acteurs. Travailler les copains me diront mais qu'est-ce que tu racontes, mais parce qu'on n'a pas de barater, on n'a pas de gamme à faire, on n'a pas de solfège, on n'a pas de traits à décliner. Des textes à apprendre. Oui, mais une fois qu'on les a appris, on les a appris. Une fois qu'on les ressasse, on les ressasse. Une fois qu'on les repasse, on les repasse. Et on peut toujours se dire, j'ai tant de films que je n'ai pas vus, il y a tant de bouquins que je n'ai pas lus, je vais lire tout Shakespeare, puis ensuite je vais lire tout Molière, puis ensuite je vais lire tout Corneille. On peut se mettre des paris comme ça, mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est un métier chimique. Il s'exerce quand vous êtes face à l'autre. On incarne des textes, et dans cette incarnation, il y a des vérités qui sortent de ce mariage-là entre corps et littérature. Ça s'appelle le théâtre, qui dans la lecture ne se trouve pas, et dans l'écriture ne se trouve pas. Et nous, un acteur n'est pas plus scientifique, n'est pas plus sachant que n'importe qui, simplement il a cette capacité d'être rempli, de porter le sens comme on porte de l'eau, de traverser des émotions en essayant de les transcrire, en essayant de les enregistrer. Donc c'est une sorte de cobaye assez magnifique, c'est un super métier pour ça, consentant absolument. Mais donc cette chose-là, on ne la fait pas seul. On ne peut pas savoir. Pourquoi on a des metteurs en scène, pourquoi il y a des gens qui nous regardent, pourquoi dès l'école on appelle ça, ce que tu veux pas me faire, le troisième œil, je crois on appelle ça. Voilà, celui qui regarde, celui qui va renvoyer. Parce que nous, on sait qu'on est dans une cécité, on sait très souvent que quand on joue le soir et qu'on est dans une forme olympique, on sort et les copains disent oh là là, ça doit être crevant. Voilà. Donc, comme si on avait fait qu'un exercice gymnaste. Alors que d'autres fois, on a l'impression qu'on n'a pas joué, qu'on était empêché, parce qu'on est malade, on est mal au crâne. On était empêché. Et puis les gens sont... Empêché. Oui, empêché. J'avais compris. Non, pas. Je croyais qu'on était déjà parti. Non, et les gens nous regardent parce que quelque chose a traversé, ils ont pris de l'émotion, alors que nous, on estime qu'on n'en avait pas. Donc, cette cécité-là, quand vous êtes enfermé chez vous, que ce soit d'ailleurs avec vos conjoints, vos enfants, vos animaux, ou totalement seul, ça ne change rien, il y a quelque chose qui ne sort pas. Qui vibre, qui ne sort pas. Sortir. Et puis les acteurs du français, ils jouent tout le temps. On nous le reproche quelquefois en se disant que vous n'avez pas... au bout des sens, vous n'avez pas le temps de faire toutes les circonvolutions dans les mises en scène, etc. Tellement on travaille, donc c'est des marathoniens. Une journée classique. Et des sprinters aussi. Oui, des sprinters ou des marathoniens. Une journée classique, ça peut être tout à fait 3 représentations dans la même journée.
3 représentations dans une journée, encore que ça, c'est presque le plus reposant, parce que... Les répétitions sont plus fatigantes. Oui, parce qu'une répétition, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être convoqué ou pas, on ne sait pas si on va reprendre, si on doit éventuellement faire un filage, ou si c'est juste des petites touches qu'on met, et on est sur un terrain qui potentiellement, on va être pas bien, on va faire toutes les erreurs qu'il faut faire en salle de répétition pour espérer trouver la solution ensuite à amener au plateau, mais donc c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette fatigue qui n'est pas quand on est dans son salon et qu'on allume son ordinateur et on se dit allez, je vais enregistrer, je vais lire un texte? Les acteurs sont perfectionnistes et puis ils se connaissent. Quand vous faites quelque chose à l'extérieur, vous voyez, je sais pas, 6 mois après quand ça passe, qu'un tel a fait. Là, on se voyait tous les jours et puis c'est pas que c'est une course, c'est pas une compétition. Mais très vite, les gens ont vu des qualités de montage qu'on ne savait pas faire soi. On a vu des idées poindre. J'ai vu des ratages de Laurent Stocker qui disait non, c'est pas possible, il faut que je recommence. Il était assez virulent contre lui-même, il faut que je recommence, je ne sais pas monter. Et donc, il devait reprendre toute sa lecture parce qu'il ne savait pas monter là où il était. Absolument. Donc, ils étaient en autonomie. Ils étaient en autonomie, mais comme ils ont vu que certains qui sont plus geeks que d'autres réussissaient à fabriquer des choses vachement drôles, vachement singulières, et que nous, on n'y arrivait pas, il y a des logiciels qui se sont passés, des conseils qui se sont donnés, et puis des WhatsApp, et puis des heures et des heures et des heures à faire des montages. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde retrouve le plateau, enfin la troupe retrouve le plateau, le public retrouve la salle, les salles. Et pourtant, vous poursuivez l'expérience puisqu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait là, Eric Ruff, monsieur l'administrateur général? Mais justement, cette aventure a été tellement profuse, prolixe, intéressante, qu'on s'est tous dit au moment où on la quittait, au moment du déconfinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? Donc de la comédie continue, il y a eu la comédie continue encore. Jusqu'au 14 juillet. Voilà, jusqu'au 14 juillet. Et puis tout de suite, les questions ont fusé en disant mais on va pas enterrer cette chose-là, on va pas l'arrêter, même si... Et Arthur, qui est derrière la caméra, on sait quelque chose, ça a demandé un boulot absolument dingue, et que tous les postes de la Comédie Française sont tournés vers un travail que je peux dire traditionnel, et que ce travail-là ne l'était pas traditionnel. Donc en fait, on ne peut pas cumuler, malheureusement, les deux usages et les fonctions. Donc forcément, ça limite. Mais tous, on s'est dit déjà qu'il fallait faire quelque chose, descendre dans la grotte de Lascaux, de ces, je ne sais plus combien vous avez dit, le nombre de... 750 vidéos originales, parce qu'après il y a tout ce que vous êtes allé chercher dans les archives. Absolument, donc ça on se dit, il faudrait que quelqu'un s'y plonge dans cet océan numérique et se dise, je vais pouvoir faire cette chose-là et cette chose-là, conceptualiser, aller chercher, faire des choses pour l'éducation nationale. Moi je rêve par exemple que tout ce qu'on a raconté sur les métiers du théâtre, on puisse le compacter, voire le monter, en donner quelque chose qui soit... parce que je suis sûr que ça n'existe pas. À ce point-là, ça n'existe pas. Vous intervenez aussi dans les instituts pénitentiaires, dans les EHPAD, auprès de gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont besoin que ça vienne à eux. Absolument, il y a eu ça aussi, mais sans doute parce que, en fait, l'idée de demander... Je ne sais pas si vous connaissez bien sûr ce que veut dire le hic et nunc au théâtre, le ici et maintenant, qui veut qu'on se sert beaucoup de cette image-là, de ce terme-là, pour expliquer pourquoi le spectateur qui voit mardi un spectacle ne voit pas ce qui était lundi, ne verra pas ce qui était jeudi, qu'à chaque fois quelque chose change, et que ce rapport-là, l'immédiateté fait tout l'essence du théâtre. Et lorsqu'on nous a demandé de donner une offre culturelle pendant le confinement, je me suis dit, on peut ouvrir les sites, on peut donner des clés pour aller chercher tel titre ou tel titre un petit peu à volonté. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens se disent, tiens, les confinés parlent de confinés. C'est-à-dire ce que je suis en train de voir là, je le traverse actuellement et les gens qui me parlent le traversent aussi. Et comment je fais en sorte qu'on me parle de cette traversée et que la pièce que je vais voir, même si la captation date de 30 ans, va peut-être me donner des clés de compréhension de ce que je suis en train de traverser. Voilà. Ça me paraissait important. Donc, cette qualité-là a été remarquée, je crois, et je pense que les pénitenciers, les EHPAD ont demandé aussi cette qualité
de présentation. Quand je dis qualité de présentation, c'est pas des speakers qui seraient plus brillants que d'autres, mais parce que tout d'un coup, on ne faisait pas comme ça, absolument, on disait même speakerin et speakerine. Speakerin et speakerine. Voilà, speakerin, on va dire. Voilà, on ne fait pas semblant de parler au moment où on parle. On a fait d'ailleurs en juillet, on a réussi à faire 2 films. Prétextant que le tournage d'un film dans son temps séquencé permet une attention au protocole sanitaire beaucoup plus grande. Donc on a fait ça avec Angels in America, c'est un spectacle que venait de créer Arnaud Desplechin, et puis aussi sur le côté de Guermantes, Christophe Honoré. On a la chance que ces 2 metteurs en scène soient aussi de grands réalisateurs. Et ce que je trouve magnifique, c'est que on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, le temps qu'on le propose à France Télévisions, le temps que France Télévisions étudie l'ensemble des propositions et choisit celle-ci. Il s'est passé un temps, mais pour un temps de cinéma, c'était une contraction dingue. Et donc ça veut dire que ces 2 films-là vont parler, alors que c'est rare au cinéma que ça parle exactement du moment qu'on traverse. Mais finalement, il y a un entonnoir de temps, une pression qui a fait que je suis persuadé que ces 2 films-là, La recherche du temps perdu au temps du confinement et l'histoire finalement la chronique d'un virus qui est devenu malheureusement historique, qui était celui du sida sur Angels in America, il y avait effectivement des connivence entre les sujets et l'époque, mais on a réussi à sortir le hic et le nunc qui est respecté. Donc je pense que le succès de cette web télé, dont moi je ne suis absolument pas spécialiste de ce genre de choses, je suis un homme de théâtre, de plateau, je suis un homme numérique, mais je pense que c'est cette... Vous êtes ouvert à l'idée, sinon on ne serait pas là. Je suis obligé d'être ouvert à l'idée, et ça m'intéresse. Je suis pas sûre. Et ça m'intéresse évidemment. Alors, vous avez... selon votre volonté, annoncer une saison plus tardivement que vos camarades, c'est-à-dire à la toute fin de l'été. Vous avez attendu de voir ce qui allait se passer, de façon extrêmement sage. Et vous avez imaginé et construit cette programmation contraint par un certain nombre de choses, contextuelles. Le public doit être protégé, les acteurs aussi. Jusqu'au dernier moment, vous avez tricoté le jour, détricoté la nuit, comme Pénélope. Et aujourd'hui, plus que jamais, plus encore que fin août, début septembre, vous vivez la Comédie Française, la France entière, dans une forme d'incertitude, l'incertitude de l'époque. Vous naviguez à l'estime, je reprends votre expression, enfin l'expression maritime que vous utilisez dans votre édito. Comment est-ce qu'on construit une saison ? Comment est-ce qu'on reste fidèle à sa ligne éditoriale, si je reprends un terme journalistique ? Comment est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on a dit qu'on allait faire en tant qu'administrateur général, à l'heure d'une pandémie, d'une crise sanitaire, au moment où nous portons des masques, et comment on protège les autres et comment on protège la culture et le théâtre ? Comment ça s'est détricoté d'abord ? Ça a été pénible ? C'est pas simple. Ensuite, contre mauvaise fortune, bon cœur, ou contre contrainte, théâtre. Je me dis des choses comme ça. Le théâtre est un endroit de contrainte. On est censé raconter toutes les histoires du monde dans une boîte à chaussures dont tout le monde sait qu'elle a un volume extrêmement réduit et qu'il y a cour, jardin, face, lointain, cintre, dessous, point. C'est une géographie extrêmement petite. Et là-dedans, tout le monde consent à être crédule et tout le monde veut bien savoir. Mais les contraintes, on les a pour le coup. On part très souvent en tournée. Quand on part en tournée, l'acoustique de la salle, l'avant-scène dans laquelle qu'on ne peut pas fouler parce que les projecteurs ne sont pas là et qu'on est obligé de rester... Rentre ici, Monsieur Didier Sambre. Rentre. Venez vous asseoir. On parlait de contraintes. Bonsoir, oui, de contraintes. La question était comment est-ce qu'on construit la saison dans des difficultés que nous traversons. La manière de ne pas se dédire sur une ligne éditoriale,
c'est justement de ne pas en dire trop. Enfin, le fait de ne pas vouloir faire des brochures sur toute la saison, c'est tout simplement ça, c'est que je n'en sais rien. J'ai l'impression de faire des châteaux de cartes extrêmement fragiles avec des gens qui ouvrent la fenêtre tous les jours. Donc ça tient pas. J'espère, j'ai l'impression de maintenir un tiers des choses. Et en même temps, il me semble que consentir à cette incertitude, finalement, peut être une traversée intéressante à nous, les gens modernes qui pensons tout maîtriser tout le temps. Le fait que nous ayons tous perdu notre portable dans la piscine au même moment et qu'on est obligé de se déconnecter complètement. Didier me racontait il n'y a pas longtemps son printemps de confinement. Et c'est une chose que je retiendrai sur le fait que Didier me disait qu'il ne savait pas depuis combien d'années il n'avait pas pris le temps d'observer une feuille sortir de son bourgeon. J'ai honte, oui, j'ai honte par rapport à toi parce que je veux dire, tu avais la responsabilité de ce confinement au niveau de la maison et c'est vrai que moi, d'une façon honteuse, scandaleuse presque, ce confinement a été une espèce de période heureuse dans ma vie. Parce que vous avez pris le temps ? Oui. De regarder les feuilles ? Oui. Obligé de prendre le temps. Et c'est une chose qu'on oublie en ville, qu'on oublie dans le théâtre parce qu'on est préoccupé par tellement de choses, par tellement... le fait de s'arrêter, d'être contraint à l'arrêt... a été délicieux. Oui. Vous avez mis en vente les places au mois, en fait. Ouais. Donc vous êtes vraiment joué le jeu de l'incertitude. Oui, on revient au temps de Pour ne Molière. pas qu'il y ait de faux départs épuisants. Je vous cite. Finalement, Pour vous et pour le public. On ne se l'est pas dit, mais il n'y a pas longtemps, on a monté le Petit Maître Corrigé. Et le Petit Maître Corrigé, vous savez que quand on fait une mise en scène à la Comédie Française, il y a un nombre de représentations de cette production-là, mais il y a un autre chiffre quand cette production-là a déjà eu une création à la Comédie Française. Donc on a 2 numéros. Et le Petit Maître Corrigé, quand Clément Hervé Léger, Didier et Sambre étaient dans ce beau spectacle, quand Clément a fait sa première, c'était dans l'histoire de la Comédie Française la 3e. En fait, il y avait eu 2 représentations qui ont été totalement arrêtées parce que les petits marquis qui étaient sur le plateau et qui payaient très cher leur place, une sorte de mécénat d'époque, se sont sentis visés par les personnages et par la... Voilà. Donc ils ont déserté et économiquement il était impossible de tenir. Voilà. Donc j'ai l'impression, moi, de revenir dans une temporalité presque historique où je ne peux pas me projeter comme ça sur 2 saisons, comme à l'Opéra, sur 3-4 saisons, c'est impossible. On a déjà remboursé des places, donc le fait de devoir re-rembourser des places que nous aurions remis en vente me paraît un exercice compliqué et oui, laborieux. Donc je me dis, je mets les spectateurs dans une difficulté sans doute parce que nos vies font qu'on aime bien savoir à quel moment on va venir et puis se projeter le plus loin, mais ça va éviter... Pour quelques marqueurs, la Comédie Française. Voilà, mais ça va éviter le fait de se dire ben oui, ben non, ben oui, ben non, ben oui, ben non. Voilà, c'est sur une chose. Et puis on maintient quand même très peu de choses. Je répétais Le Malade imaginaire il y a peu, cette scène extraordinaire entre Bérald et Argan, les 2 frères, sur la médecine, où Bérald dit « Mais pourquoi voulez-vous, mon frère, qu'un homme se mêle d'en sauver un autre ou d'en guérir un autre ?» Et Clément dit « Mais il y a quand même les médecins. » Il dit « Mais non, les médecins, mais on a des voiles trop épais pour comprendre comment marche la machine humaine. » Et ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait penser que la modernité de la science et des outils que nous avons, et le fait qu'elle soit partagée mondialement, on pourrait se dire, ben si, maintenant tout le monde sait. La situation va être maîtrisée. Les voiles extrêmement épais, donc il y a des normes, il y a des précautions pour les spectateurs, et puis j'essaye d'inventer aussi des précautions pour les acteurs. Elles ne sont pas scientifiques. Je ne sais pas quelle serait une barrière raisonnable ou scientifique au miasme qui nous menace, je n'en sais rien, je ne suis pas même sûr que les médecins le savent exactement. Vous disiez que les acteurs avaient quand même tendance à toucher, malaxer, postillonner les uns sur les autres. Ça fait partie du jeu. Enfin, ça dépend ce qu'on joue. Quand on est seul en scène et que l'on joue Claudel, c'est plus limité. Non, mais dans les Fourberies de Scapin, je veux dire, le nombre de postillons, de crachats, de baves, de sueur, de gouttes de sueur. Tout ça vous est interdit.
Totalement interdit. Oui, c'est... Alors vous avez eu 2 premières déjà, Les Forçats de la route et Hors-la-loi. Ouais. Ça fait quoi de rejouer, de se retrouver, d'avoir du monde sur le plateau, du monde en salle? Ben, ça faisait 6 mois? 6 mois. Oui, je crois que la première des Forçats de la route, le Singulis, le seul en scène de Nicolas Lormeau, ça faisait à peu près 6 mois. Et c'est historique, je crois que jamais, depuis la création de la Comédie Française, elle s'était arrêtée aussi longtemps. Comme quoi le miasme invisible a une force que n'ont eu aucun gouvernement, aucune guerre, aucun dirigeant. Voilà, c'est assez étonnant. Donc le fait de reprendre, ouais, c'est émouvant. Guillaume, qui va bientôt commencer le Dario Fo au studio Marini, voilà. Guillaume s'attend à ce que les gens rient moins. Il y a quelques copains qui ont déjà repris dans des spectacles à la veine comique. On dit, mais toi Guillaume, ça reprend un peu moins. Donc il s'y attend, peut-être parce que physiquement le masque fait que voilà, éternuer dans son masque, hurler de rire dans son... Moi avec Claudel, je suis tranquille. Oui, mais justement, c'est la seconde partie. À la première d'Hors-la-Loi, même si Hors-la-Loi est un spectacle émouvant parce que ça traite... voilà, ça traite d'une histoire contemporaine et qui malheureusement peut être oubliée et pas prise en considération. Donc c'est nos vies qui se jouent là. Donc il est très honorable pour ça. Le procès de Bobigny. Absolument. Voilà. Avec Gisèle Halimi. Voilà, d'une manière magnifiquement. Très belle. Il y a énormément d'émotions. Il y a de l'émotion en soi, mais à la première, j'ai pu observer sur moi et sur d'autres que l'émotion était augmentée par le fait qu'on était enfin revenu. Voilà. Gisèle Halimi n'était pas morte à la création. Non. Gisèle Halimi n'était pas morte à la création. D'ailleurs, il y a un texte très beau de Pauline Bureau sur sa rencontre avec Gisèle Halimi lorsqu'elle envisageait ce spectacle. Oui, absolument. Alors, vous disiez que finalement la contrainte faisait partie de votre métier, donc mes questions, on va essayer d'aller un peu vers le positif, d'ouvrir, mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif à prendre dans tout cela, toutes ces contraintes drastiques, ce cadre, ces renoncements, parce que vous avez renoncé à des choses dans cette programmation. Je pense à Bajazet que vous étiez censé reprendre. Ouais. Vous repreniez votre mise en scène de 2017, et finalement tout ce nouveau cadre sanitaire vous emmène vers autre chose. Voilà. Alors le cadre sanitaire n'apporte pas grand-chose, mis à part pour le sentiment des acteurs et d'une façon relative leur protection. Mais ça ôté, ce que ça nous fait inventer, c'est toujours formidable. Il y avait un spectacle qui était monté d'une façon plus classique pour des raisons de genèse, où on devait inventer ce spectacle très vite. Et puis on l'a tourné, et puis on devait le reprendre. Et puis comme très souvent à la Comédie Française, il y a des acteurs qui changent, donc il faut répéter. Et que généralement, si on se dit on a les costumes et le décor et à peu près le dessin du spectacle, ça nous permet de moins travailler parce que chaque acteur est déjà sur autre chose. Là, il y a un arrêt total, le fait de changer du théâtre du Vieux-Colombier au studio Marini. Studio Marini, on ne peut pas faire... Je précise qu'au milieu de toute cette histoire, il y a les travaux. Oui, il y a les travaux, absolument. Voilà, il y a les vous êtes travaux en partie ici. Délocalisés. Voilà, là vous voyez peu de personnes passer là dans le couloir, alors que généralement ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais, parce qu'effectivement il y a des répétitions qui se passent et la plupart des bureaux sont occupés, mais il n'y a pas toute la vie qui est autour des spectacles, logiquement, qui se font à la salle de Richelieu, qui réouvrira le 15 janvier. On touche du bois, je croise les doigts si tout va bien. Voilà, donc c'est ce pourquoi on est au Théâtre Marini. Et donc ce changement de salle, qui était induit par le hasard, par la reprogrammation, fait que je ne peux pas avoir le même décor. N'ayant pas le même décor, je me dis mais comment est-ce que je fais? Et puis je me dis tiens, c'est Racine. Chez Racine, la règle de bienséance veut que tous les combats les plus miasmeux, tous les amours les plus illicites font qu'on ne sont jamais représentés pour une règle de bienséance. Donc ils sont en coulisses. Et un héros, ou quelqu'un vient raconter ce qui est irracontable, ce qui est indicible. Et bon, je me dis, tiens, c'est formidable, je n'ai pas à montrer le combat du demi-dieu qui descend l'Olympe, etc. Voilà. Donc, je me dis, on va prendre Racine très simplement et on va essayer de voir si, sur une table un peu dramaturgique, comme ça, et puis presque sans costume, est-ce
Est-ce que c'est vraiment des histoires de demi-dieux descendus de leur Olympe qui nous racontent des choses qu'on trouve très belles mais qu'on ne comprend pas? Ou est-ce que Racine n'est pas un auteur qui, au scalpel, nous décrit nos cœurs à nous, nos douleurs contemporaines, nos orgueils, nos lâchetés, etc. Et il s'avère que Racine décrit d'une plume extraordinaire cette chose-là. Et donc, en faisant ça, on se pose la question de c'est quoi la beauté de la langue? On dit que Racine... C'est quoi la beauté de la langue? C'est quoi qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une langue qui dit ou est-ce que c'est une langue qu'on doit respecter? Donc ça nous pose des problèmes à nous, interprètes, de respect ou d'irrespect par rapport à la langue qui sont, je trouve, les problèmes fondamentaux à se poser. Donc en fait, ce coup de boutoir au milieu de la programmation fait que, un peu par hasard, les choses se replacent et puis on les regarde différemment. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de se dire, c'est d'en profiter de ce mouvement-là. Il y a eu ça s'est éparpillé, on reprend les choses, on se dit tiens, cette chose-là est tombée pas du bon côté de la tartine, de la confiture ou pas, c'est pas habituel, je regarde comment ça se fait et ça c'est intéressant. Et il y a une chose, je me suis dit ça hier, et c'est pareil, c'est un hasard de reprogrammation. Vous êtes en répétition, hein, c'est une pièce qui sera montrée en novembre. Oui, absolument. Mais là actuellement se répète Claudel, Racine, Proust. Voilà. Mais l'idée de... Et d'autres choses, il y a aussi Dario Fo. La Jazette, vous êtes donc dans une version à l'os, c'est-à-dire à table, oui. À la table. C'est-à-dire la reprogrammation fait qu'on n'a pas eu le temps de faire des décors, le plan de charge des ateliers est chamboulé, nos finances sont extrêmement chamboulées aussi, donc on ne peut pas rêver à des Cécile B2000, tout d'un coup on met des énormes trucs, on n'y arrive pas. Donc on a parlé entre nous d'Arte Povera. Qu'est-ce que c'est que de redéfinir un théâtre avec pas grand-chose? Est-ce que, alors, à la Comédie Française, on s'attend toujours qu'il y ait beaucoup de choses, parce que ce qui nous oblige aussi, notre belle réputation, c'est pourquoi les grands-parents emmènent les parents qui emmènent les petits-enfants, c'est parce que tout d'un coup, il y a de grands acteurs, de grands textes, et puis de grands décors et de grands costumes. Là, cette chose-là, on a du mal à la faire maintenant, j'espère pour un temps et qu'on y reviendra, mais là actuellement. Donc on se dit, contre mauvaise fortune, bon cœur, contre contrainte, théâtre. Justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et notamment les Singulis, je crois que c'est Marcel Besonnet qui avait dit ça lorsqu'il était administrateur, il disait que chaque comédien devrait avoir un monologue dans sa valise. Un Singulis, c'est un seul en scène. Voilà, un seul en scène. Chaque comédien qui part pour faire une grande tournée à 20 comédiens pourrait l'après-midi proposer au théâtre, dans la petite salle, une chose à lui et qu'il mâche, j'allais dire, depuis longtemps, comme une espèce d'obsession. Et les quelques Singulis que nous avons fait, il y a une grande série maintenant, Denis Podalides, le Mauvigné, il le mâche depuis très longtemps. Et puis quand Didier m'a dit « j'ai une proposition à te faire, bon je ne sais pas exactement si elle peut t'intéresser, dans quoi, etc. » Donc immédiatement... un seul en scène, et quand il a posé sa brochure sur mon bureau, j'en ai ri parce que j'avais l'impression que c'était le rouleau de la Bible. C'était... voilà. Non, mais parce que la brochure était tellement travaillée, tellement biffée, tellement parcheminée. C'était le texte de la messe là-bas. C'était le texte de la messe là-bas, et Didier m'a dit, je fais ça depuis très longtemps, je ne sais pas quoi en faire. En gros, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Donc Didier, on s'est dit, voilà. Vous faites partie de cette saison, votre Singulis est programmé, et la première est la semaine prochaine. Demain? Non, après-demain. Après-demain. Demain, on fait une couturière, quoi, pour... Oui, le 30. Et donc, vous présentez... La messe là-bas. La messe là-bas de Paul Claudel. Ouais. Et la même semaine, je crois que le même soir, vous êtes à 18h30 au Studio Théâtre. Oui. À 20h30, il y a le côté de Guermantes. Oui, absolument. Et demain, c'est le Singulis de Guillaume Gallienne. Oui, absolument. Oui. Et vous êtes regardé, alors parce que ça, c'est un terme que je trouve assez beau, vous avez été regardé par Éric Rueff. Donc, le principe du Singulis, c'est que vous choisissez un texte qui vous est cher, qui vous intéresse, que vous avez de toute évidence travaillé, malaxé, avalé, digéré, et vous le mettez en scène. Vous mettez en scène.
Oui, Et vous choisissez quelqu'un pour vous regarder. Oui, Qu'est-ce que c'est, ça, un regardeur? Un comédien tout seul, moi j'ai vu en salle de répétition quand j'étais tous les matins tout seul, au bout d'un moment on s'ennuie. Oui, vous dites on ça. s'ennuie soi-même, On on supporte plus sa voix, on supporte plus, on se trompe, on fait des erreurs de texte. Enfin bon, la vocation d'un acteur c'est l'adresse. On travaille, contrairement à un peintre ou un écrivain ou un musicien qui peut travailler pendant des heures dans un rendu ultérieur. Nous, si on n'a pas un renvoi presque immédiat de ce qu'on propose, on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus comment faire nos gammes, on ne sait plus comment... je sais pas... Moi, je m'en fous de la façon dont je raconte une histoire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas à moi-même dans ce sens-là. Je m'intéresse à moi-même si c'est dans une adresse à l'autre. Si j'ai la charge de transmettre à l'autre, alors je m'intéresse à ce que je fais. Mais pour moi-même, non. Même quand, en l'espèce, vous dites un texte d'un auteur avec lequel... vous avancez depuis de longues années maintenant. Vous avez commencé à jouer du Claudel quand vous aviez 20 ans. Oui. Il n'y a pas un plaisir égoïste et non, parce que intime. Tout ce qui m'est arrivé avec Claudel, c'est vraiment à l'insu de mon plein gré. Ça, c'est ce que vous dites. Mais personne ne non, c'est tout à fait sérieux. C'est impossible d'y croire. Si, je vous assure. On n'arrive pas à La Messe là-bas, qui est un texte quand même d'une beauté. Oui, mais j'ai fait le chemin. Mais j'ai fait le chemin. C'est un chemin difficile, Claudel. Mais rien ne me prédisposait à aimer Claudel Pourquoi? Mais parce que je me suis beaucoup ennuyé. Voilà, on va parler de l'ennui. Beaucoup ennuyé à écouter Claudel dans les cours d'art dramatique, au conservatoire, les scènes de l'Annonce faite à Marie, Marat, Violaine et tout ça. Je veux dire, ça me passait, mais au-dessus du bonnet. Je trouvais que c'était... Un peu trop catho? Beaucoup trop catho, beaucoup trop sentencieux, boursouflé, mais parce que c'était joué comme ça. Parce que c'était joué de façon emphatique, lourde et sans contact avec la réalité, sans concret. Alors, du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. Et petit à petit, évidemment, j'ai fait un chemin par rapport à ça, mais et Antoine Vitesse a été quand même déterminant dans ma compréhension de la langue et de ce que pouvait être l'écriture de Claudel et la poésie de Claudel. C'est la façon de le dire. C'est-à-dire, il suffit d'ailleurs d'écouter Claudel parler, d'écouter Claudel réciter ses propres œuvres pour comprendre comment il faut que ce soit dit. C'est-à-dire de façon totalement irrespectueuse. Et c'est très proche d'un langage, d'un parler glaiseux, d'un parler populaire, d'un parler du terroir. On s'étonne pas beaucoup. Du tout l'idée qu'on se fait de la langue de Claudel. Voilà. Pas du tout. Oui, mais ce sont des fausses idées parce que, en fait, même ce bousculement de la syntaxe qu'on observe quand on apprend, qui est vraiment parfois assez c'est pudique, le bousculement de la syntaxe. Vous dites Ce sont des textes difficiles à mémoriser, j'imagine, pour un acteur, non? Oui. Quand on n'a pas de repères. Parfois, il sort. Totalement. On n'a plus de repères. Non, c'est un vrai boulot, hein, c'est un vrai boulot, cette langue-là. C'est comme, je crois que il faut arriver à parler le Claudel comme on parle le français, quoi. Il faut parler le Claudel. Et à ce moment-là, de trouver une espèce d'évidence dans le maniement de cette langue-là. Et comme de façon aussi naturelle et aisée que si ça avait été sa langue maternelle, quoi. La langue, c'est ce qui vous lie l'un et l'autre au théâtre. Alors oui, c'est une grosse question. Alors revenons à la question que vous me disiez. Pourquoi ce regard sur vous, et ce besoin de regard? Oui. Il m'a demandé, Eric m'a demandé, lorsqu'il a envisagé qu'on pourrait présenter ce Singulis, m'a dit, mais tu voudrais être regardé par qui? Ben, je lui ai dit vraiment spontanément, par toi. L'administrateur général. Oui, non, parce que Eric a beaucoup de casquettes.
Il a la casquette du scénographe, la casquette du metteur en scène, la casquette de l'acteur, la casquette du metteur en scène, de l'administrateur général, du mari de la copine avec qui je joue, et tout ça. Des fois, dans le couloir, on ne sait pas qui on rencontre. Mais là, je savais que c'était... Quelqu'un qui sait lire Claudel. Ouais. Et qu'il aime, et qu'il l'a joué. Et je crois qu'on associe de commun... Vous avez joué Mézard, tous les deux. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Et c'est cet amour des mots, cet amour de la langue. Vous voyez comment il parle, comment Éric Ruff parle. C'est un langage extrêmement imagé, plein de... etc. Je veux dire, on sent un amour des mots, du maniement des mots, et tout ça. Et je pensais que dans cet aveu que représente un Singulis, j'avais envie de regarder par quelqu'un avec qui on avait un amour commun certain, même secret, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, on s'est peu fréquenté, mais de cela j'étais certain. Deux protestants fascinés par la messe là-bas. Par la liturgie. Il y en a un troisième dans la production, c'est Bertrand Couder. Bertrand Couder qui fait les lumières. Très précis, Bertrand Couder. Ouais. Oui. Il y a une chose dans son amicale convocation qui me fait accepter, c'est une chose qu'on fait beaucoup à la Comédie Française. Il y a de l'artisanat entre nous. On est tous acteurs. On est tous acteurs, puis de temps en temps, on est le metteur en scène des acteurs que nous serons à nouveau le soir, alors que l'après-midi, on est metteur en scène. Donc, cette chose-là, ce compagnonnage et cette conscience, on appelle ça le metteur en scène maison. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il y a tout un lexique. On ne sait pas plus, on partage les mêmes difficultés, on se connaît dans ces difficultés. C'est comme une croisière ou comme des cars pendant la nuit où on se passe la barre et qu'on a le même sentiment de cette navigation. Et Didier et moi sur Claudel, sans doute parce que nous sommes protestants d'origine et que le poète catholique n'est pas une figure familiale, on n'est pas obligé de lire cette chose-là. Et comme on l'a travaillé tous les deux, qu'on a eu cette chance folle de jouer des rôles magnifiques de Claudel et de le faire pas que pour une scène de conservatoire, mais de le faire pour de vrai pendant 50, 60, 80 représentations. La connaissance qu'on a de sous-marinier, moi j'appelle ça, c'est-à-dire au-delà même de la réussite des mises en scène, est-ce que c'était un spectacle qui est resté dans les mémoires ou pas, est-ce que c'était raté ou pas raté, on a traversé ces œuvres-là et on en a un sentiment de la mécanique, de la beauté, de la sombre beauté, on a ce sentiment-là commun. Donc je ne dirai jamais à Didier, écoute-moi, pour moi, la messe là-bas, c'est ça, j'aimerais que tu ailles dans mon sens. Ou tu ailles dans mon sens. Non, vous ne lui dites pas ça. Mais non, mais je suis devant Didier pendant le filage, comme lui devant son jardin pendant le confinement. Je regarde pousser. Et j'ai ce grand bonheur. Ce qu'il y a d'assez magnifique, c'est un texte qui parle de transcendance, enfin, d'un homme qui combat avec l'idée et l'impératif de l'au-delà. Et ça, c'est un truc qui dépasse toute religion. Enfin, voilà, on n'a pas besoin d'avoir une culture catholique pour ça. C'est vrai que Claudel, il y a une langue, il y a tout ça, mais il y a aussi une préoccupation fondamentale de l'insuffisance d'être matériellement. Et de l'aspiration à être d'échapper au hasard et à l'apparence, comme il dit. Et moi, c'est une préoccupation que j'ai, qui me parle, le besoin de vie spirituelle. Alors, ça passe beaucoup par le théâtre pour moi, mais c'est une activité de l'esprit, c'est pas uniquement un artisanat ou un savoir-faire, c'est aussi une activité de l'esprit, de la pensée, de l'élévation, d'une recherche de l'élévation pour moi-même, pour les camarades, mais pour le public aussi, et en direction du public. Et ça, c'est une chose que je trouve dans le texte, dans Claudel. On ne sort pas d'une pièce de Claudel, sans empreinte
sans en avoir reçu une certaine empreinte de quelque chose qui dépasse un peu nos matérialités, nos contingences. Et ça me plaît beaucoup, et sans doute en avançant en âge et mon aventure théâtrale s'allongeant, je pense que cette préoccupation-là de porter au public de cette matière-là est très importante. Vous avez dit en voyant son filage qu'il y avait des passages, on a l'impression qu'ils étaient écrits pour lui et dit par vous comme si vous les aviez écrits réellement. Oui, c'est-à-dire... Ce texte-là particulièrement, qui est le texte d'un homme qui est au temps de sa vie, qui est en colère encore. Qui est en colère, mais la colère, quand on joue Mesa, il y a énormément de colère aussi, quand on joue Roderick. Parce que le Claudel qui m'intéresse, moi, c'est en fait à partir de la fin du Soulier de satin, le bonhomme Claudel épluchant la Bible. C'est-à-dire des années 22, 20, ouais. Oui. 1922. Ouais, ce Claudel d'après le patriarche de Brang, dépouillant la Bible et tout ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui est magnifique dans Claudel, c'est sa période de symbolisme, quand il commence à écrire, toute cette aventure du bateau, de la Chine, cet exil permanent, etc. Et il met un point final à cette inscription biographique dans son œuvre avec le Soulier de satin, dont il essaye de faire de cette aventure avec cette rencontre avec la rose une histoire mythologique un peu à l'égal de Tristan et Isolde, etc. À partir du moment où il a mis le point final à cette partie-là de son écriture, on peut trouver de très beaux textes par-ci par-là, mais disons que ce Claudel-là m'intéresse moins. Dans la messe là-bas, il tutoie Dieu. Dieu est... Ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, la relation verticale à Dieu est éminemment protestante. Ouais. Et le catholicisme, je veux dire, a une relation horizontale et avec un terme qui est très hiérarchisé. Mais c'est pour ça que j'aime ce texte tellement. C'est parce que son catholicisme ou sa problématique spirituelle, disons, est tellement aberrante, est tellement pleine de conflits, est tellement contradictoire, est tellement théâtralisée, elle représente beaucoup plus un univers poétique, finalement, dans sa globalité, un système poétique en soi, incluant Dieu, la relation directe, etc., qu'une œuvre apologétique Paradoxalement, tout ça est porté par la forme, qui est la forme d'une messe. C'est assez étonnant. Oui, pour mieux s'en échapper. Ouais. Oui, parce que... C'est une messe, quand même. C'est construit comme une messe, c'est un texte qui est construit comme la messe dite de Pie. Oui, mais en même temps, la consécration consacrée trois périodes assez importantes. La période la plus importante est consacrée à Rimbaud. Rimbaud, avec la messe, je veux dire, ça va pas très bien Rimbaud, qui est une figure tutélaire dans la vie d'auteur de Claudel. Absolument. Et cet après-midi, j'avais une discussion avec Bertrand Couder qui fait les intertitres. Je lui dis, mais il y a offertoire 1, offertoire 2, offertoire 3. Dans la messe, dans le déroulement de la messe. Les intertitres, ce sont les synthés, les oui. Il n'y a pas 3 offertoires, il y en a un, point final. Donc il a pris des libertés extrêmement grandes avec le traitement de cette messe. Il s'est fait plaisir en réinventant la messe avec son écriture. Et moi, cet offertoire 2, je ne le dis pas. Je l'ai supprimé parce que c'est complètement catho. C'est-à-dire, c'est impossible, je ne sais pas quoi en faire, je ne peux pas le porter au public. C'est quoi complètement catho? Parce que... Complètement catho, c'est-à-dire ça convoque toute une, y compris la mariologie, les costumes, les enfants de chœur, les choses comme ça. Moi, je peux pas dire ça en tant qu'acteur. La mariologie. Oui, la mariologie. La mariologie, ouais. C'est tout ce qui concerne la Vierge Marie. Danser des trucs pour les protestants. La mariologie. Et qui existe dans la religion musulmane, la mariologie. Marie est vénérée, elle a un sanctuaire en Turquie, quelque part en Turquie,
qui est honoré visité par les musulmans. Le sentiment que j'ai eu en voyant dernièrement un filage, au-delà du sujet dont on parle, c'est que il y a certaines formes ou certains sujets ou certains metteurs en scène qui réussissent à aussi de nous rappeler qu'en fait les formes qui nous sont données à voir ou à réfléchir sont plus larges qu'on ne le pense. Surtout à notre époque qui a tendance un petit peu à les réduire. C'est comme si certains spectacles nous rappellent qu'il y a des lettres de l'alphabet qu'on n'utilise plus. Et cette phrase « il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance », qui est une des phrases de Claudel qu'on aime bien, parce qu'appliquée à la vie, on se dit, tiens, c'est intéressant de penser que c'est pas que la compréhension, la perte de connaissance, il y a un secret derrière la perte de connaissance, derrière l'abandon du fait de réfléchir ou d'avoir des références à tout. Ce spectacle parle de transcendance, j'y reviens, moi ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est rare de voir des spectacles qui parlent de transcendance seul, quand c'est de la transcendance, une énigme sur le seul, mais en tout cas c'est pas une transcendance qui s'impose à d'autres, c'est une sorte de combat, d'existence, comment on est par rapport à ces idées-là. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui en parlent d'une façon aussi certine. Et puis, ce Claudel est au Brésil, loin, en exil par rapport à la guerre, dans une forêt qu'il décrit comme étant trop foisonnante pour être normale, trop capiteuse, dont les feuilles sont trop grandes, etc. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que son texte est une forêt amazonienne. Donc avec les mêmes qualités d'être capiteux, les mêmes qualités de grandeur, de touffeur absolu. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ne pas comprendre tout. J'adore être face à des densités comme ça où je me dis je prends pas, je dors, je me réveille, mais comme est la vie. Je joue beaucoup avec ça. Il y a des accélérations, c'est presque musique, et puis ensuite de nouveau le texte. Il y a des choses qu'on comprend, qu'on ne comprend pas. Ma question c'était est-ce que vous comprenez tout ? J'imagine que pour jouer, il faut à un moment donné avoir sa propre expérience du texte et sa propre compréhension. Je crois que je comprends presque tout, sauf une phrase où il est question des anges et de tout ça, je ne comprends pas très bien. Mais tu l'as dit très bien. Cette chose seule nous est commune à vous et à nous, et ce lien directement au travers de tous vos anges. Ça, je dois dire, je ne comprends pas bien. D'autant que ce qui est compliqué pour un homme moderne aujourd'hui, c'est que pour Claudel, le monde est fini. C'est-à-dire le monde est rond. Il est comme Dieu l'a fait dans la Genèse, en 7 jours, et c'est fini. Donc c'est une négation complète des théories de l'évolution, des découvertes de l'astrophysique, même l'histoire de la substance, par exemple, qui est une donnée aristotélicienne dans la philosophie, c'est cette donnée cette croyance que la substance, qu'à travers une hostie ou un bout de pain, il y a une transmutation de la substance. C'est une aberration totale, on peut pas croire à ça. Il y croit. Il croit vraiment, c'est pour ça que cette espèce d'eucharistie, pour lui, c'est quasiment du cannibalisme. Il ingère le corps, le sang. Jésus-Christ, c'est atroce. Et voilà, mais ça crée un espèce de système cohérent qui le protège contre cette solitude, contre l'exil, contre les conflits, contre l'angoisse, contre la peur de la folie. Il parle tout le temps de la cessation de la vie. Il veut cesser de vivre dans cette utopie de vouloir renaître toujours. Et dans cette peur de la folie, il y a Camille. Il a peur de devenir fou comme sa sœur à cause de son talent, à cause de son besoin physique de poésie. Cet exil. Son besoin physique de poésie. Oui, cet exil sans arrêt dont il parle à travers les mers, et c'est beaucoup fuir sa sœur, qui était un tyran. C'est une figure de théâtre, c'est pas tant un écrivain qui a fait des théâtres lui-même. Si on dit que le théâtre, l'essence du théâtre est paradoxale, il faut des paradoxes, mais
ce que tu décris du diplomate anthropophage, du diplomate sauvage, est aussi incroyable que les barons de Shakespeare, Falstaffan, hurlant et qui s'appellent entre eux mon doux Seigneur. Le paradoxe entre l'image de Claudel qu'on a, comment la langue roule à l'intérieur, et le fait que ce type-là, qui voudrait être absolument cordeau, finalement ne cesse que de laisser transparaître en lui sa sauvagerie. Sa sauvagerie. C'est magnifique. Je suis curieuse, il était grand physiquement, Non, c'était un pot. C'était un cube. Il a une tête oui, carrée. c'était un cube carré. Gilles dit de lui qu'il avait l'apparence d'un marteau pilon. Voilà, comme ça, un marteau pilon. Et, non, tout était empêtré, tout était empêché chez cet homme. Vous l'aimez autant qu'il n'aimait Rimbaud? Comment? Vous aimez autant Claudel qu'il n'aimait Rimbaud? J'aime autant Rimbaud qu'il l'aimait sans doute. J'aime autant Claudel, oui, j'aime beaucoup. Bon, sur beaucoup de points, l'homme vous fascine beaucoup. Oui, parce que le poète me fascine. L'homme, je sais pas. Le poète, oui. Parce que en fait, dans cette profusion de langage, de syntaxe bousculée, d'images, etc., il ne vise qu'à parler que du silence intérieur, du silence qu'on trimballe. On a plusieurs existences. On a l'existence publique comme vous et moi en ce moment, mais on ne cesse d'être en contact avec une vie intérieure qui échappe à tous. Et le poète essaye de parler de ce silence qui est. Et chez Claudel, bon, c'est très congestif, ça l'étouffe. Il est comme. Il y a des tas de témoignages qui disent qu'il écrivait quasiment comme si sous la dictée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui écoute aussi. Il écoute, je ne sais pas où ni quoi, mais il a écrit des pans entiers de son œuvre sous la dictée. Je sais pas, c'est une force poétique extraordinaire qui me fascine et qui m'invite au travail, parce que vous disiez, excusez-moi, mais par rapport à la compréhension, est-ce que je comprends tout ce que je dis? Moi, j'adore les textes qui ne sont pas donnés d'emblée. J'adore le dévoilement progressif. Quand on travaille Mallarmé aussi, par exemple, on a l'impression, quand j'ai travaillé sur le prélude à l'après-midi d'un faune, j'ai appris ça comme du serbo-croate. Je ne comprenais absolument pas ce que je disais. C'est opaque. Et puis, oui, c'est opaque. Et puis tout d'un coup, on a un dévoilement comme ça. Il y a deux mots tout d'un coup qui fonctionnent ensemble et qui font sens et qui font image et qui enchaînent sur un deuxième, etc. Et au bout d'un certain temps de travail, parce que c'est un travail, il faut en avoir le goût. Je veux dire, il y a un dévoilement progressif qui se fait, et à la fin, c'est une illumination, c'est une jouissance artistique pour un interprète d'avoir fait ce travail-là. Comme un musicien peut aborder une écriture contemporaine très très loin de son habitude de jouer Mozart, et tout d'un coup s'émerveiller devant une nouvelle construction, une nouvelle proposition. Dans 2 jours, c'est la première. Qu'est-ce que vous attendez du public? Parce que dans votre mise en scène, vous allez vers lui. Oui. À plusieurs reprises, vous allez vers lui. Oui. Vous le faites rire, on va rire avec Claudel, ça, oui. Hein. Oui, mais oui, parce que je confirme, on pleure et on rit avec Claudel. Quelle est la forcément, il y a une anticipation de votre part. Je ne sais pas si vous fantasmez, en tout cas, vous imaginez ce qui va se passer. Quand vous jouez, quand vous répétez, vous vous dites comment est-ce qu'ils vont réagir. Vous avez d'ailleurs déjà joué devant quelques publics. Oui, je ne sais pas comment ils vont réagir. Les intimes, les gens de la maison, tout ça, c'est très sympathique. Non, mais c'est leur œuvre aussi. Ça appartient à toute la maison, ce que je fais pour l'instant. Bon, le public, lui, qui a payé sa place et qui vient masquer, etc., comment il va réagir, je ne sais pas.
Moi, je lui propose mon travail. Voilà, j'ai bossé, j'ai beaucoup bossé. Voilà, et ben maintenant je suis prêt à leur proposer ce travail. Voilà, vous en voulez? Quelle belle récompense. Si vous n'en voulez pas, je suis un peu déçu, mais je vais continuer quand même. Merci Tessa. Merci Eric Ruff. C'est Merci terminé. Béline. Notre Facebook Live est terminé. Le premier. C'est notre C'est premier. le premier, ouais. Enfin, trois premières cette semaine. La messe là-bas au Studio Théâtre, mercredi à 18h30. Oui. Le côté de Guermantes, au Théâtre Marigny, à 20h30, mercredi également. Et demain, François le Saint-Jongleur de Dario Fo par Guillaume Gallienne, encore un Cincolis, au Studio Théâtre, à 18h30. Au Studio Marigny. Au Studio Marigny, Pas au à Studio 18h30. Théâtre. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.